Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans First View, une émission Meeted réalisée en partenariat avec Alliance Digitale. Le sujet du jour, c'est l'audio digital, un sujet dont on va parler avec trois experts reconnus. Michael Gaspard d'Altis Media Ads and Connect, bonjour Michael. Bonjour Nicolas. Nicolas Thorin d'Audion, bonjour. Bonjour, Et Patrice Nicolas. Sgerzi de Soundcast, bonjour Patrice. Bonjour Nicolas. Alors merci à tous les trois de prendre le temps de discuter avec nous. Alors l'audio digital, c'est un segment qui est hyper dynamique. Si je regarde les derniers chiffres du SRI, c'est 29 millions d'euros au premier semestre 2022, une croissance de 50% qui peut faire pâlir pas mal de canaux. Mais c'est quand même un média qui reste assez niche. Toujours selon l'Observatoire de l'ePub, c'est 3% du display. Donc 48 millions d'euros en 2021. Si on les met en perspective avec les 700 millions de la vidéo, ça peut paraître relativement petit. D'où ma question pour vous, Nicolas. Il y a 10-15 ans, on avait cette blague récurrente qui était « c'est l'année du mobile », avec le mobile qui effectivement avait des croissances de dingue, mais qui avait un certain plafond, restait à la dizaine de millions d'euros, un peu comme l'audio. Est-ce qu'on est en train de reproduire un peu cette mécanique-là? Est-ce qu'on va avoir un jour l'année de l'audio digital? En fait, il n'y a jamais eu vraiment d'année du mobile. C'est vrai que chaque année, on disait ça y est, les investissements sur le mobile vont partir. Et puis, on s'est rendu compte que rapidement, en fait, c'était plutôt une consommation du mobile qui était en train de prendre le pas sur une consommation du desktop. Et du jour au lendemain, il y a eu des investissements qui se sont faits massivement sur tous les environnements, sur tous les devices. On avait voulu opposer des devices, le desktop et l'environnement mobile, mais au final, on voyait que faire une campagne de pub digitale, que ce soit sur l'équipe.fr ou sur version mobile ou l'équipe.fr version desktop, au final, on touchait un lecteur qui était intéressé par ce contenu-là. Donc ce sera l'année de l'audio digital, quand on arrêtera de parler d'audio digital et qu'en fait, ce sera noyé dans des plans audio. Mais en fait, l'audio digital, c'est avant tout une consommation de plus importante de la voix. Alors ce qui est marrant, c'est que le web, il est né il y a une vingtaine d'années avec le texte, puis il y a eu les images 2-3 ans après, et dans la construction du digital, aurait dû arriver l'audio avant la vidéo, parce que c'était moins cher à produire, parce que c'était plus facile à répliquer, mais au final, c'est plutôt la vidéo et l'usage de la vidéo qui a pris il y a 10-12 ans maintenant, et le dernier, on va dire, segment qui va porter aussi le développement du digital, c'est le contenu audio digital. Alors, ça fait 10-15 ans qu'on peut écouter de la musique sur les plateformes, mais de plus en plus, maintenant, on va écouter des contenus délinéarisés des radios, des contenus VOD des radios. Michael en parlera tout à l'heure, mais les radios sont consommées aussi de plus en plus dans un univers digital à la place d'une partie broadcast, on va dire. Et puis, il y a tous ces nouveaux contenus audio-digitaux dont on parlera aussi après. Il y a le live aussi, il y a eu Clubhouse l'année dernière. Là, cette année, on voit que Twitter, LinkedIn commencent à lancer des rooms un peu audio. Donc, l'audio digital, c'est plutôt une nouvelle façon de consommer des contenus. Les gens vont être de plus en plus en mobilité, à pied, à vélo. À vélo, c'est pas facile de regarder une vidéo, c'est pas facile de lire un article. Bon, alors c'est peut-être une vision assez parisienne des choses, mais on peut voir que ça va se démocratiser, et dans l'usage, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent des contenus audio digitaux. Tout part du contenu au final. C'est vrai qu'on voit même les groupes de presse créer des podcasts, les studios de podcasts natifs, bien sûr les broadcasters, les plateformes de streaming. Donc on se retrouve à consommer du podcast, du streaming, du live, un peu partout, en mobilité ou pas, en faisant du sport ou en étant sur un vélo. Mais c'est vrai que tout part du contenu, de l'audience, des devices. Il y a même de la consommation sur télé connectée, de l'audio. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est une croissance qui s'explique aussi par la diversité des contenus. Tout part du contenu. Enfin, les contenus sont de plus en plus divers, mais paradoxalement, ou peut-être c'est d'ailleurs la phase logique d'adoption, mais à date, quand même, les investissements des annonceurs sont captés quand même par une petite population qui est représentée par les plateformes de streaming et les grands éditeurs comme Altis Media. Deux tiers, à peu près deux tiers. 70%, Vous avez une explication Après, c'est de la volumétrie aussi. Oui, c'est un marché qui se structure, donc c'est plus simple d'aller voir un annonceur qui est déjà fidèle et convaincu par la radio et de lui dire, voilà, il y a des nouveaux usages, donc positionne-toi sur ce qui existe aujourd'hui en complément de ce que tu faisais historiquement.
C'est un choix logique, on va dire, ou une conviction logique qu'on a auprès des marques et des annonceurs. Aujourd'hui, la croissance de l'audio que vous avez chez Altis Media Ads & Connect, elle est bien plus importante que la croissance marché au global, du coup, j'imagine. Alors, on parle de phénomène chez nous parce que entre le moment où on a sorti notre offre, mi-2018 et l'année 2022, on va faire x10 en termes d'investissement. En Donc 4 ans, voilà. ouais. Et on se dit qu'il y a encore du potentiel, puisque aujourd'hui, c'est plus ou moins un annonceur sur deux qui déploie déjà sur l'audio digital. Donc même si on a une croissance forte, on a encore des belles choses à venir sur ce format. Un annonceur sur deux, et combien qui sont purs audio digital Alors c'est intéressant comme question, parce que c'est un modèle, ou en tout cas un type d'annonceur qui évolue aussi assez rapidement. Sur une année, entre le début d'année 2022 et avant l'été, ça s'est passé de 8% à 13%, les annonceurs 100% audio digitaux. Et ce qu'on peut observer, c'est souvent des annonceurs qui sont déjà eux-mêmes sur un business assez tech, ou en tout cas orienté e-commerce, mobile. Service. Ouais, exactement, ils sont assez convaincus, et parce qu'ils le vivent au quotidien. Et donc aujourd'hui, quand même, malgré tout, l'audio digital, c'est le prolongement quand même. Enfin, d'un point de vue investissement annonceur, c'est plutôt quelque chose qui se fait en couplage avec des plans radio. Vous avez des éléments d'explication. Donc c'est la facilité, la maturité de ces annonceurs-là qui fait que ce marché-là est plutôt porté par cette typologie d'annonceurs. Oui, et ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a encore de la croissance, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir venir rassurer, venir apporter des rationnels aux annonceurs pour leur montrer que voilà, vous avez franchi le cap, mais on a des KPI, on a des infos à vous partager, comme quoi ça fonctionne et que l'usage est là. Ouais, on est un peu en manque de métriques, mais ça va venir. On est vraiment sur des étapes de marché. Hein. Ouais. Là, c'est les premiers réflexes. Donc, on se tourne vers les principales plateformes, on se tourne vers les broadcasters qui sont reconnus. Et progressivement, comme un peu ce qu'on a vécu sur le marché télé-vidéo, on va écrire les mêmes chapitres. Donc, ça, on va parler data, on va parler de consommation multi-device, donc de plans. Donc, c'est toutes ces étapes-là qui sont en train de s'écrire sur le Parce que digital. même sur le mode de commercialisation, ça a quand même beaucoup évolué sur l'audio digital. On en est où aujourd'hui? On fait du programmatique, en termes de ciblage, non, ça va c'est un peu lent. plus vite finalement. Ça va plus vite que sur vite. la vidéo, parce que on a aussi un peu de recul. Exactement. Ouais. Moi, j'étais chez M6 au moment de l'avènement de la partie Programmatique, vidéo, télé-segmenté, replay, qui s'appelait M6 Replay à Ouais, l'époque. c'est split On maintenant, se ouais. souvient. On se souvient. Non, mais c'était au départ. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'annonceurs qui étaient issus de la télé, Ouais. qui venaient parce que c'était un nouveau moyen et c'était facilement implémentable. On reprenait le spot TV, on le mettait. Donc ça a été porté au départ par tout cet univers, ce qu'on appelait la catch-up TV. YouTube est arrivé derrière, et puis maintenant, il y a plein d'autres solutions possibles pour avoir une approche VOD globale. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça a été aidé par toutes ces plateformes de VOD ou de télévision à la demande. Mais on a dû aussi passer par certains paliers et certaines choses pour faire en sorte que, je me souviens qu'à l'époque, très rapidement, on avait plus de un tiers des contenus qui étaient regardés en IPTV. Il y avait des annonceurs ou des agences qui ne... Ah non, je veux pas. Ouais. Je veux que sur la version desktop et mobile, mais pas en IPTV. Pourquoi pas en IPTV? Alors bien sûr, il n'y avait pas le clic. Ouais. Ok, mais au final, c'était quand même exposé un contenu, enfin une marque à un contenu qui était regardé par un internaute. Et donc, rapidement, et maintenant on voit... La défiance est vite passée. Ouais, Ouais. on a vite capitalisé sur ce qui a existé au préalable. Et aujourd'hui, nous, au quotidien, on l'observe, c'est presque 60% de l'achat qui se fait en programmatique. Ouais. Je crois que pour arriver à ce niveau-là sur la vidéo, ça a mis un petit peu de temps. Donc voilà, on voit qu'on profite de ce qui existait auparavant. Il y a une étape... Oui, pardon, allez-y. Ouais, non, mais côté bailleur, il y a eu une expérience. Depuis Exactement. des années sur les vidéos, sur le display, etc. Donc, Puis c'est les mêmes outils qu'ils utilisent. C'est les mêmes en display, outils. en C'est vrai vidéo. Aujourd'hui, que tous les DSP... Voilà, tous les DSP voilà. ont sorti leur brique audio, le DOH depuis peu, etc. Donc le bailleur, il a toute sa plateforme pour acheter en cross-canal. Et donc cette expérience-là a accéléré la part du programmatique ces dernières années, c'est sûr. Il y a 3-4 ans, quand on a lancé Soundcast, on avait
50-50 gré à gré programmatique. Aujourd'hui, c'est 80% du business qui passe par du programmatique garanti la plupart du temps. Oui, c'est pas Quand du... Bon, L'open auction, on n'y viendra jamais. si, si, sur on a d'autres un marchés peu. d'ailleurs, sur d'autres marchés. Pour l'instant, hors c'est pas... Mais ouais, sur la France, c'est quand même peanuts. Hein. Voilà. C'est quoi, c'est bien. les enjeux de brand safety Il y a un peu de ça, Je mais crois que c'est l'historique aussi, Ouais. puisqu'on parle de dispositifs audio en complément de la radio. D'accord. Voilà, ils ont un modèle d'achat qui a existé sur la partie Ouais, broadcast. Ils essayent exactement. d'en garder un certain historique sur la partie audio. Il y a des réflexes. On a envie de savoir où sa campagne, en tout cas son deal, tourne de telle date à telle date, avec un CPM fixe, un inventaire, Construire la campagne. une transparence au niveau des contenus. C'est bien logique et c'est le sens de l'histoire, donc il n'y a pas de sujet. Mais en tout cas, tout s'est accéléré en 3 ans pour tendre vers ça. Après, il y a du private. Du preferred, de deal, etc. Ouais. Mais c'est vrai que le programmatique garanti, notamment sur certaines agences, c'est quasi 100% de l'achat. Hein. Ouais. Donc ce mode d'achat, il est bien ancré. Mais encore une fois, on en revient finalement à la même finalité. Tout ça pour rassurer et convaincre l'annonceur. Donc je rejoins Patrice et Nicolas. On est dans les étapes classiques, normales d'un marché qui se structure. Je poursuis la comparaison avec le marché de la vidéo. La prochaine étape, est-ce que c'est justement aussi des pôles audio unifiés côté agence? Parce qu'on en discutait, Michael. Ça existe encore? Ça existe déjà. Aujourd'hui, dans les titres, on voit pôle audio. Ouais. Et en plus, ils sont capables d'être autonomes sur l'ensemble des démarches d'achat. Hein. Recommandations, achat, optimisation, bilan. Ils sont. D'accord. Parce que ce dont on discutait, c'est qu'il y a peut-être aussi un petit déficit de l'audio dans les services purement digitaux, en revanche. Et c'est là où il y a peut-être de la progression. C'est des organisations qui sont en train de se mettre en place. Il y a autant d'organisations qu'il y a de grands groupes d'agences, je pense. Ouais, Exactement. Chacun a sa sauce. Donc chacun l'organise un peu différemment, mais c'est vrai qu'il y a des entités qui sont encore très liées à la radio, d'autres qui sont très digitales. Et nous, d'autres très programmatiques aussi. Exactement. Ouais. Donc c'est une troisième couche. Mais si on en revient à ton point de départ, je crois que même sur la vidéo, il y a encore des organisations différentes en agence. Ouais. Donc pas de surprise finalement. Et une petite question, par exemple, pour les annonceurs qui viennent pas de l'audio, est-ce que l'absence de dimension visuelle, ça peut être un frein pour ces gens-là par rapport à l'awareness, l'incarnation de la marque? Alors, nous, par exemple, chez Audion, c'est une approche un peu différente, mais c'est normal puisqu'on n'est pas issu d'un média purement radio, même si notre métier, c'est de fédérer les plus larges audiences. C'est plus de 60% de nos campagnes sont issues d'annonceurs qui ne font pas de radio. D'accord. Donc, c'est vraiment en complément de ce qu'ils peuvent faire en digital, souvent, ou même parfois ils ne font pas de digital et ils viennent sur le digital avec cette approche-là. Et l'approche, c'est de se dire, soit il y a un problème de brand safety dans ce qu'ils peuvent faire, soit d'encombrement publicitaire, et donc d'émergence dans l'audio. Parce que ce qu'on propose aussi, c'est que, pour l'instant, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, c'est un contenu, un pré-roll. Ouais. Un contenu qui est souvent assez long. Et donc, vous avez une marque qui est exposée avant un contenu qui va faire entre 3, 5, 7, 20 minutes. Et donc, une marque associée à un seul contenu, il y a une mémorisation qui est importante, il y a une expérience qui est pas trop clivante pour l'utilisateur. Et donc, au final, on le voit quand on fait les post-tests, il y a un incrément sur toutes les campagnes. Et c'est du host read ou ça peut même être... non, pas forcément. c'est C'est vraiment la dimension c'est vraiment industrialisée. c'est sans sponsoriser le Ouais. programme, mais Ok. c'est un, voire deux pré-rolls, mais c'est assez rare, avant le contenu. Et je vais un peu plus loin sur ce que dit Nicolas. Même pour un groupe comme Altis qui est effectivement a une marque radio historique, on ne s'interdit pas, et on l'a mis en place sur des marques visuelles, donc la première chaîne d'info, BFM Télé, de produire du contenu audio. Ouais. Donc on sait que dans les touchpoints qu'on peut avoir avec un client, on passe aussi par une adaptation du format, de l'édito, vers l'audio. Et en revanche, il y a peut-être un sujet, du coup, ce que vous disiez, c'est qu'il va falloir développer des nouveaux skills autour de créer une identité sonore aussi. Là-dessus, Ouais, là, vous accompagnez un peu les annonceurs là-dessus Oui, ça fait partie des choses qu'on peut proposer, des recommandations. Après, voilà, il y a des identités sonores qu'on connaît tous et historiques, donc c'est pas des choses qui se construisent du jour au lendemain, mais ça passe
effectivement par là pour avoir une campagne successful. Je ne sais plus qui disait ça dans une précédente table ronde laquelle j'ai assisté. Et une personne qui disait que c'est un peu l'hymne de la marque, la voix, entre guillemets, Ouais. ou le son. Et c'est vrai qu'il y a même beaucoup de campagnes de pub dont on se souvient de façon auditive, mais qui Ouais. étaient des campagnes de pub télé. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'est quelque chose qui est marquant pour un utilisateur. Après, il peut y avoir deux identités différentes, hein. Il y a des marques aujourd'hui, notamment de la grande distrib, qui ont une identité Ouais. sonore et une visuelle. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Mais après, voilà, c'est une ligne directrice à suivre en fonction du format qu'on C'est déploie. valable sur la grande distrib, sur l'automobile aussi, sur la SNCF par exemple, où on retrouve effectivement cette identité sonore. Mais on retrouve finalement les secteurs qu'on retrouve en télé, on les retrouve quand même beaucoup en Oui. radio et en Oui, digital. bien sûr, Finalement, bien on sûr. se retrouve dans un cercle assez homogène. Et après, pardon, excuse-moi Nico, pour aussi rassurer un annonceur par rapport à ce qu'il pouvait faire en vidéo, il y a des formats un peu innovants qui existent, hein, où on peut mettre en avant du call to action. Et du coup, voilà, l'annonceur a la possibilité de visualiser l'efficacité de sa campagne. Donc voilà, c'est aussi ça la force de l'audio, juste voilà, à travers une incitation à aller sur le site ou même à cliquer directement sur une bannière qui peut exister en parallèle. On couple un display avec une écoute. Oui, vidéo. où il y a des formats où il faut avoir une interaction avec son mobile pour être envoyé directement vers le site de l'annonceur. Ouais. Il y a du compagnonnade comme en vidéo, Ouais, ouais. il y a du conversationnel aussi Oui. avec la publicité. Ouais, Aujourd'hui, ça du coup, existe un peu, ouais. l'audio digital, c'est un peu tous les use cases, depuis l'awareness jusqu'au bad funnel, qui est la conversion. Ouais, il y a grosso beaucoup de modo. branding quand Il même. fait quand même beaucoup de Plus du branding. Ouais, beaucoup de branding, c'est sûr. Il y a une Notamment sur le dimension podcast. clic. Hein, mais Qui n'existe Ouais, pas, ouais. ou même s'il y a du compagnonnade, oui, je pense qu'il ne faut pas qu'on survende, De parce l'aspect que c'est pas dans tous les performance, environnements, on ne non. peut pas aller partout. Donc, Ce qui est une petite différence par rapport à la radio, qui, elle, pour le coup, est plutôt un truc héroïste, bas de conversion, non, quand même? Ou pas forcément? alors, Non? Mais je crois que c'est pour moi du coup. Oui. Voilà. c'est cadeau. Michael, c'est cadeau. Ouais, il y a différentes études qui démontrent effectivement qu'on est plutôt dans ce modèle-là. Mais l'audio peut aussi nous amener sur ce genre de problématiques, ou en tout cas d'objectifs. Bien sûr, et on va retrouver les forces de la radio sur l'audio avec des capacités de ciblage, notamment la géologue, etc. Donc, Exactement. voilà. Il y a En des fait, c'est- avantages, bien sûr. Ouais. c'est vraiment un mix entre l'aspect créatif de l'audio et puis après l'aspect diffusion interactif Ouais. du digital qui lui permet de faire beaucoup de choses. On parle de plugger de la data, du ciblage, au niveau créatif, de faire des campagnes avec de la DCO, c'est-à-dire de pouvoir assembler en temps réel des spots suivant un contexte bien défini pour avoir une proximité beaucoup plus intéressante avec l'utilisateur. Et tout ça, et là c'est une vraie différence avec les vidéos, c'est que la vidéo, on reprend 100% des spots télé, enfin Ouais. 100%, 99,9%, parce que on va pas aller reproduire un spot, ça coûte quand même assez cher. En audio, soit on reprend ce qui existe en radio, pour les marques qui font de la radio, soit on peut construire un scratch, spot assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être créatif, ça ne Ouais. veut pas dire que Ouais. Puis à moindre coût. exactement, Le ticket d'entrée est moins élevé. et beaucoup plus abordable. Et puis juste pour revenir aussi sur l'efficacité, ou en tout cas ce que peut proposer la radio, enfin l'audio, pardon. Il y a un contenu qui est assez riche aujourd'hui, une pluralité du contenu assez large. Et ça nous a permis, pour la première fois, de faire venir des annonceurs qui n'avaient jamais fait de radio. Donc on est sur un marché qui est en train de se structurer, mais il faut qu'on continue à produire, à enrichir cette offre de contenu, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on ira convaincre un maximum Il y a d'annonceurs. le sujet de la mesure aussi, peut-être, qui du coup est quand même le chantier qui peut-être bloque un peu certains annonceurs. Ouais. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Non, mais qu'on puisse être comparé à ce qui se fait soit sur les autres médias, soit souvent on nous dit ça va être quoi la complémentarité Ouais. que je peux avoir soit avec la L'incrément de radio, couverture. soit avec du digital. Pour l'instant, on peut pas y répondre. Non, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment que rapidement, on arrive à démontrer cette couverture incrémentale, puisque, encore une fois, un annonceur sur deux fait confiance, ou en tout cas se positionne. Maintenant, il lui faut des éléments concrets. Donc il y a pas mal de choses qui sont en cours,
Ouais, il y a des avec baromètres. Médiamétrie Ouais. La sur CPM. DAR, il y a la CPM. Et puis, par exemple, avec l'IAB, là, je ne vais pas tout révéler, mais il y a une étude qui va être menée pour voir comment se positionne l'audio digital dans un plan média, soit plurimédia, soit purement digital, et ce que va apporter ce plan média à la marque par rapport à ce qu'elle peut faire à côté. Parce que du coup, ce sujet de la mesure, il souffre aussi de l'hétérogénéité, de l'hyperfragmentation de l'écosystème. Patrice, on en discutait, c'est qu'on Ouais, a les c'est podcasts qui sont mesurés par la Entre les CPM. podcasts natifs, entre les podcasts replay issus des grilles radio, entre les plateformes de streaming, etc. C'est difficile de tout mesurer. Après, on revient au sujet du début, ce sont des étapes. Oui. Un marché, une industrie. Donc là, on est dans l'étape où il y a des initiatives quand même très concrètes de médiamétrie. Il y a Global Audio, il y a DAR, il y a le listing des radios digitales mensuelles avec la CPM. Il y a le nombre de téléchargements mensuels avec la CPM. Il y a des choses quand même, il y a des initiatives qui montrent que c'est positif, ça avance et on tend vers quelque chose de. Vous pensez qu'on est à plus quel mature. horizon pour une sorte de... Ne serait-ce qu'avoir le taux de couverture incrémental Si tu veux une date précise, le jour et le mois. Non, mais Ça blague se à fera part. en juin. C'est difficile, Mais- mais à horizon 12-18 mois, on peut espérer avoir des Ouais, choses je quand même pense. assez cohérentes. Ouais. Par exemple, sur DAR, c'était des problèmes techniques. Il fallait, Oui, il y a les non plus les lever, Facebook, qui sont c'est en cours d'être évident. levés. C'est pas. Voilà. Mais 12-18 mois à l'échelle de notre industrie, c'est quand même presque. Alors demain, c'est peut-être pas demain, mais c'est pas loin. Ouais, ouais. C'est quand même très positif de voir que les choses avancent à tous les niveaux. Et puis c'est aussi notre rôle. Trading desk, agence, éditeur, SSP, d'amener chacun une petite brique à l'édifice de la mesure, de la transparence. De Et l'achat. pour le coup, quand on en parle avec tous les services études dans les agences, ils sont tous réceptifs autour de ça pour faire en sorte que comment eux peuvent nous aider et aider les équipes conseils, Ouais. parce que c'est souvent les équipes conseils dans les agences où il y a ces questionnements-là, c'est ok, je vais arbitrer, mais à un moment donné, comment j'arbitre sur quel levier je vais plus activer ou moins activer, est-ce que ça va Michael m'apporter disait qu'il commençait à développer des outils ad hoc justement en agence un peu pour essayer Oui. de pallier. Alors, parce qu'il faut encore une fois apporter un petit peu de rationnel, mais je crois qu'elles ont tous conscience qu'il faut un outil commun avec le bon tampon, le bon logo pour convaincre totalement. Les outils ad hoc, ça permet d'avancer sur, Oui, c'est sûr. sur C'est le court terme. C'est un mais- pansement, mais Exactement. Il n'y a pas d'autre voie qu'une mesure commune si on veut à un moment sortir des 50 millions d'invest l'année dernière, peut-être 70-80 cette année, etc., etc. Enfin, si on veut quelque chose d'assez lourd. il y a quand même des relais de croissance sur des nouveaux formats. Ouais. Patrick, je crois que vous bossez sur des nouveaux formats justement. Ouais, il y a pour, des relais de croissance. Alors déjà, parfois à l'international. Déjà. Voilà, ça c'est un relais de croissance parce que la France c'est assez avancé, mais quand on regarde ce qui se passe au UK, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, ne parlons pas des US, c'est quand même très avancé en termes de. Les typologies de d'acteurs spend. sont les mêmes côté genre SSP par exemple. C'est Ouais, il y a pas beaucoup de SSP. Honnêtement, il y en a 3 dont nous. Et c'est vrai qu'on se retrouve toujours un peu entre nous sur les différents marchés. Mais c'est vrai qu'il y a des relais de croissance. Je pense qu'on bosse tous là-dessus. Du text-to-speech, transformer un article en audio. On fait ça avec Le Figaro, par exemple. On fait ça avec des titres de la presse régionale avec c'est 366. votre techno qui permet de transformer. Non, ça c'est un partenariat C'est un avec partenariat. ETX. On Ok. s'est dit, voilà, il faut être C'est vous qui gérez spécialiste la et monétisation. on gère la monétisation, les branchements, le fait que ça soit. Il y a un vrai usage là-dessus. Je me suis Ouais, pas ça demandé, prend parce qu'on le voit sur des acteurs de presse, on va aller chercher 15-20% de plus en termes Ok. d'audience, donc c'est pas neutre, Ouais. puisqu'on a besoin de cette audience additionnelle pour monétiser et trouver un modèle économique. Il y a Je pense, Ouais, vas-y, ouais, vas-y, je je pense t'en que prie. c'est un vrai sur le text-to-speech. C'est un vrai relais de croissance de l'audio digital au global, parce que si on en revient toujours à l'utilisateur, Ouais. à un moment donné, c'est une nouvelle façon de consommer un Tout contenu. à fait. Il a été au départ fait pour un contenu écrit, mais il n'est pas toujours en situation de pouvoir lire Oui. ce contenu. On revient sur la personne Et qui donc- fait du vélo. Et tant mieux. Non, mais Elle ne peut pas regarder de Non, vidéo, non, elle mais- ne peut et- pas et lire donc- d'articles. Et donc, c'est un nouveau service que vont proposer les éditeurs à leurs utilisateurs. Et alors, nous, on l'a développé, pour le coup, en propre,
on a de la brique implémentation d'un petit script qui va... C'est vous qui faites la retranscription. Exactement, avec donc hébergement, player, diffusion du contenu et monétisation. Et ça prend super bien. Là, on est implémenté sur à peu près 800 millions de pages vues là, depuis le début de l'année. Et il y a un usage qui est en train de grandir. Ça crée de l'inventaire, mais il y a un usage qui est... À un moment donné, il faut être aussi pragmatique. Si on voyait que, OK, on a proposé ça, il y a un player, il n'est pas utilisé, les éditeurs, ils vont vite Les l'enlever. technos ont vachement évolué aussi. C'est ça vraiment aussi, très bien fait. Quand on faisait les tests, il y a quoi, 18 mois, C'était très 2 robotique. ans, c'était quand même assez... c'était presque flippant, quoi. Il y avait un robot qui te murmurait. Qui Non, fauchait dès qu'il y avait des mots anglais. Les voix sont très proches du voix c'est humaine. bluffant. On y met des algos pour qu'il y ait une syntaxe beaucoup plus intéressante, plus que ce soit un ton monocorde. Oui, parce que j'allais dire, le langage de l'écrit n'est pas le même que le parler. Exactement. C'est sûr. Adapté. Donc, entre un titre, un sous-titre, un premier chapitre, un deuxième chapitre, on voit que c'est beaucoup assez plus fluide. Ouais, beaucoup plus fluide. Mais ça, c'est vrai que ce sujet-là, il est préempté depuis une bonne année maintenant, et on voit que la croissance de cet usage est là, quoi. Et écoute, du pré-roll audio sur des vidéos, un peu comme l'a popularisé YouTube, ça c'est un format. Ouais, ça aussi, YouTube, Dailymotion le fait aussi. Enfin, tout ce qui est vidéo, on peut tout à fait envisager, et on le fait, de mettre de l'audio avant une vidéo. Après, il faut un petit visuel, quoi. C'est plus sympa. Mais ouais, ça se fait aussi. Donc ça, c'est aussi une excroissance de notre marché. L'audio in-gaming, c'est aussi... J'écoute une pub audio pour gagner un peu. C'est la Rewarded. Rewarded, et pas que, mais aussi durant le play. Vous voulez gagner un petit bouclier, une balle de golf qui va plus vite dans le trou, j'en sais rien, mais en tout cas, ça permet de rajouter de l'audio dans une expérience utilisateur, et Dieu sait qu'il y a énormément de personnes qui jouent à des casual games. Donc ça fait il y a des boîtes spécialisées qui le proposent, et donc on vient monétiser ça. Donc ça fait quand même, quand on regarde, voilà, text-to-speech, le spectre est assez large. Ça vient. C'est lequel parmi ces formats qu'on a évoqués sur lequel vous avez le plus d'aspiration peut-être chez Altis Media? On avait discuté sur le text-to-speech. Après, c'est aussi comment un contenu écrit est perceptible en audio. Donc voilà, c'est des discussions qu'on a. Et pour l'instant, vous n'y êtes pas sur le text-to-speech? Non. Pour l'instant... Pré-roll audio, j'imagine, sur de la vidéo, ça vous faites peut-être? Ouais, on fait, mais on capitalise sur ce qu'on sait faire en audio historique, les formats vidéo qu'on bascule en audio avec BFM Télé. C'est plutôt là-dessus qu'on se concentre. Ok, on approche déjà du terme de cette émission. J'ai peut-être une dernière question qui est un peu plus prospective, question que je me posais à titre perso et que je vais commencer par vous poser, vous, Michael, forcément, si vous êtes concerné. Est-ce qu'on peut imaginer un jour la radio se mettre au programmatique? C'est un peu le dernier grand média qui n'a pas vraiment basculé. La télé, il y a pas très longtemps. Est-ce que la radio pourrait s'y prêter? Ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est que le marché audio tend vers ce mode d'achat. Après, il y a un autre sujet qui est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les équipes audio, donc qui gèrent aussi la radio, manquent de temps. Donc pourquoi pas, mais de productivité, déjà, ne serait-ce que pour ce mode d'achat. Là-dessus, mais après, voilà, il y a un changement de mentalité à mettre en place. Donc là où tout à l'heure Patrice parlait de 12-18 mois, exactement. Là, je pense qu'on est sur un timing un peu plus long. Peut-être pas 10 ans, mais c'est vrai que... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Après, est-ce que ça sera dans 3-4 ans? J'en sais rien. Mais aux US, ils y pensent quand même concrètement. Aux US, c'est pas encore le cas non plus. Ils y travaillent, il y a des tests, etc. Donc ce sujet va arriver. Alors après, ce sera peut-être 2025, 2026, mais il va arriver. Après, il y a des barrières aussi technologiques. Il faut savoir le faire. Tout. Après, aujourd'hui, quand on voit que The Trade Desk et Xandr permettent d'acheter de la télé, j'imagine qu'à terme, ils permettront d'acheter de la radio. C'est le sujet, la télé segmentée, depuis 18 mois, 2 ans. Donc ça le sera très certainement sur la radio linéaire. On sera invité à nouveau à ce moment-là. Exactement, dans 10 ans. On sera tous... on fera le point. On fera un point d'étape. Merci beaucoup, messieurs. C'est déjà le terme de cette émission. Merci aux internautes qui nous ont suivis tout le temps de cette émission First View, qui est réalisée en partenariat avec Alliance Digitale, je le rappelle. Je vous propose de nous retrouver d'ici un petit mois pour évoquer une nouvelle thématique liée au marché de la publicité digitale. Merci beaucoup.